Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour, vous êtes sur Tchadanthropus Web Radio. Nous faisons une émission spéciale par rapport à l'actualité au Tchad. Avec vous, Monsieur Assile Kalata Mahamat, moi-même DP de la rédaction de Tchadanthropus Tribune.com et Tchadanthropus Web Radio. Nous avons pour invité Monsieur Succès Masra, que nous n'avons pas besoin de présenter. Monsieur Succès Masra est le président des transformateurs au Tchad et il répondra à nos questions réparties en trois sur l'actualité bien évidemment qui se passe dans notre pays. Allô? Oui, allô? Oui, Monsieur Succès, bonjour. Bonjour, Adelek. Bonjour, bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs de Tchadanthropus. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions suivant l'actualité au pays. Et on essaiera de faire un tour d'horizon au temps rapide et avoir votre ressenti par rapport à tout ce qui se passe. Et on laissera les auditeurs apprécier. Comment allez-vous déjà? Écoutez, je vais très bien. Et sur le terrain engagé pour que nous puissions faire bouger notre pays dans le sens positif. Voilà. D'accord. Pour les auditeurs, je pense que vous avez eu à traverser des moments autant difficiles. C'est le moment pour nous de vous d'abord présenter via la radio nos condoléances. Et à vous-même qui avez traversé, je pense, un moment d'amère solitude, de vous dire merci et beaucoup de courage pour ce que vous faites pour le Tchad de demain. Merci beaucoup à vous, merci en tout cas. Très bien. On commencera par la première question qui est évidente. Cela pose le cas de la sécurité au Tchad. Et autant de choses se passent et les réactions de l'État sont autant disproportionnées. Donc ce que je voudrais dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, à Massaguet, un officier encore de l'armée est venu proposer à une dizaine de jeunes de venir travailler dans son champ, moyennant 5 000 francs CFA par jour et par personne. Ces personnes ont tout de suite accepté. Ils ont l'âge entre 15 et 20 ans. Et ces personnes sont disparues. Jusqu'à aujourd'hui, les parents les cherchent. Premier cas d'insécurité. Deuxième cas d'insécurité, à Farcha, dans un des quartiers de la ville, un jeune de 20 ans encore, Béchir Akaï, a été tué pour un problème de carte mémoire. Jusqu'à là, on n'a pas trouvé l'assassin. Et puis, le cas fatidique qui s'est passé à Saint-Fil, où un officier de l'armée, identifié d'une communauté à une autre, et qui, pour un problème de réparation sur un véhicule, a jaugé un mécanicien. Le mécanicien le jauge, il fait sortir son arme et il l'abat. C'est la version qu'on a et c'est la version qu'on a écoutée à travers les réseaux sociaux. Ce problème-là a laissé les jeunes mécaniciens de ce marché à lyncher le dit auteur du meurtre. Depuis, toute la ville s'est embrasée. Il y a des femmes qui se sont constituées pour se rendre au marché de Sans-Fil. La police a envoyé ses éléments pour pouvoir automatiquement fermer le marché, appréhender les femmes. Et depuis lors, des échanges sur les réseaux sociaux sont intolérables, tellement partisanes et communautaristes. Et cela pose réellement un problème d'insécurité. Avant de vous laisser
Pour répondre, je voudrais que vous écoutiez avec nous une partie de ce que dit cette femme-là à travers les réseaux sociaux. Je dis bien, il y a une vingtaine ou une dizaine de multitudes de femmes qui parlent en des termes inappropriés, appelant à l'apologie carrément, de traiter leurs compatriotes d'esclaves, etc. En arabe local tchadien. Je vous laisse l'apprécier avec nous et on vous laissera répondre. Merci. Salam alaikum. Gurbat dari burkido ammatan dari gatena ga ko to alhamdulillah bokali ya jamaa. Duga beki e koi ar. كل جنرال دكوي وخاصة اللي كارتت بتاع سالفيل باندي جيركي انتوا باندي قايدين هنا مزقلين مقطعين نكاتين النمل زمان تنكتوا النمل يا تجيبوا اكل تاكلوا ما شاء الله عليه جبنا لكم رئاسة وفرحناكم وسوعناكم مع النصرين تخصوا لنا برنا تخصوا لنا عرباتنا ما كان تعدوا لنا عرباتنا عليكم الله أبيت حقنا انتوا ما عبيد حقتنا تساووا متى مع الناس دي تساووا متى مع الزخاوة ولا عندكم مساواة مع الزخاوة تتجنبوا وتخطوا يدونكم في زرد عليك الله في أخونا ده تعرفوا بس قعرفوا انتوا ده ما تتناص نسين في الجسم الزخاوة سويتوا انتوا الناس تخطوا يدونكم في زخاوة يا جماعة كما الدنيا نكاتين النمل مع كلنا حرام تاكلوا حرام اسمع حياتكم قاعدين هاي كده تقدر تاكلوا سه فضلتوا ليه شنو انتوا شوفوا تقدر تسودوا لسه ما تم لكم ده حرام راجي ولا شافر ولا جرى منكم ولا شهاداكم ولا كورك لكم زرقايك على صدوايك عنتكم ويا باردو الله لكم خلوني والله يا زخان من ما تقول تمشي تموتوا داك حياة اموركم ما تقول تمشي تموتوا كم هم بس زي انتوا تقدروا تضمنوا في قلبكم ده يسودا وكده رعاسة ما يجيبوا لكم وتيبرد لكم ستة. Donc voilà, entre autres, on a pris ça, je ne sais pas si vous l'avez compris, elle traite les autres d'esclaves, des gens sans référence, etc., etc. Dans un autre audio vocal, on écoute une autre femme dire qu'il faut les attacher sur une voiture, les traîner pour que ça serve d'exemple, etc. Quel est votre ressenti par rapport à tout ça, M. Succès? Ben écoutez, merci beaucoup. C'est lourd et j'espère qu'au-delà des ressentis, ce que les Tchadiens souhaitent aussi, c'est des propositions pour la suite et une démarche collective pour que nous sortions tous par le haut dans ce pays qui a banalisé, il faut le dire, la violence, qui a banalisé la violence verbale, qui a banalisé la violence physique. Et c'est un pays qui est celui-là dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et les Tchadiens veulent autre chose parce qu'ils ne veulent pas de la sécurité finalement. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que il faut partir d'un constat. En fin d'année 2019, le président actuel, que tout le monde sait, est là depuis 30 ans, devant les gouverneurs et présidents des institutions réunis à Abéché, M. Déby, a reconnu devant tous que toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre. Quand vous entendez les virulences des propos, quand vous entendez les règlements de compte, quand vous entendez les violences communautaires, quand vous entendez tout ça et vous voyez tout ça, évidemment qu'il a raison de faire ce constat-là. Dans ces mots, il fait son propre bilan. Toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre. Ça veut dire que les fondations sécuritaires aussi sont à terre. Vous avez cité un certain nombre d'exemples. Qu'est-ce qu'il a fait depuis lors? Qu'est-ce qu'il a fait depuis lors? C'est ça la question. Donc, absolument. Donc, les exemples que vous avez cités, je pourrais y en rajouter. Mais il faut dire déjà en amont que le seul mythe, j'insiste sur le mot mythe, que le Tchad a vendu pendant des années maintenant au monde entier, c'est le mythe d'un pays sécurisé. Mais il n'en est rien, et même les partenaires majeurs de notre pays, comme la France, le reconnaissent, pas officieusement, officiellement. J'invite les Tchadiens à lire les dernières notes diplomatiques disponibles sûrement sur le site de l'ambassade de France ou du ministère des Affaires étrangères. Entendez-moi bien, les Tchadiens. Notre pays, donc tout le territoire tchadien, est déconseillé ou fortement déconseillé. Vous m'entendez? Déconseillé ou fortement déconseillé. Ça veut dire quoi? Et vous êtes un journaliste chevronné, en tout cas, vous faites des recherches poussées, vous pouvez me confirmer cela.
Ça veut dire que notre pays, à cause de l'insécurité ambiante, n'est ni conseillé aux investisseurs, ni conseillé aux touristes. Ça veut dire que le seul élément que nous avons vendu au monde entier, le Tchad, en insécurité, peut-il exporter la sécurité aux autres pays du monde? C'est une vraie question. La réalité, la dure réalité, c'est que nulle part au Tchad, vous n'êtes en sécurité, même pas dans votre maison. Les Tchadiens sont abattus devant la présidence de la République. Circuler, il n'y a rien à voir. C'était le cas de Barka Erosi, qui travaillait à la CNPS. Un monsieur aimable qui ramenait ses enfants à l'école, etc., il les a laissés comme des orphelins. Les Tchadiens sont battus, j'allais dire, ou abattus, éliminés. Au passage d'un député, président de l'Assemblée nationale, c'était le cas du jeune Bonheur, qui laisse veuve et enfants. Les Tchadiens sont torturés à mort dans les locaux de la police. Là où vous pouvez vous sentir normalement en sécurité, mais c'est là-bas qu'on vous torture à mort. C'est le cas de jeune Richard. Les Tchadiens sont exterminés dans des prisons, comme c'est le cas de 44 prisonniers arrêtés, jetés à la restitution. Présumé djihadiste. Oui. À présumer djihadiste. Mais est-ce qu'un État sérieux doit se comporter de la même manière que les terroristes? Ces 44 messieurs-là ont été tués, j'allais dire exterminés, à la prison à N'Djamena. Vous pouvez vous imaginer? Un rapport accablant a été présenté le samedi dernier, auquel j'ai assisté par la LTDH. À l'intérieur du Tchad, vous en avez aussi parlé un peu, des enlèvements contre rançon dans le Mayo-Kobi, les conflits agriculteurs-éleveurs, l'Est des Tchadiens s'entre-déchirés. À l'Est du Tchad, ou dans le grand sud du pays, les conflits communautaires face auxquels l'État est impuissant. Monsieur Succès, tout cela, pardon, excusez-moi, tout cela, vous faites un constat macabre et sombre de la situation aujourd'hui. On est même tenté de pousser la réflexion plus loin. Est-ce que l'État n'entretient pas cela pour mieux dominer? Alors, donc là est la question. Et chaque Tchadien et chaque Tchadienne doit se regarder devant son miroir. Vous êtes activiste, vous êtes parti politique. Quand vous vous regroupez même pacifiquement, c'est par la violence disproportionnée, je vous reprends le mot, qu'on vous répond. Dans un pays qui a promis, soi-disant, la démocratie et la dignité de la personne humaine qui doit être respectée. Donc, la réalité là, c'est que ce qui s'est passé au champ des fils, que vous avez évoqué, à la suite de quoi vous avez assisté à ces violences-là, verbales, mais en réalité qui sont des violences indexées sur quoi? Sur un pays dans lequel vous avez des civils qui ont des armes comme des bouts de pain. Un pays dans lequel on désarme certains, on laisse les autres armés. Un pays dans lequel les forces de sécurité ont en leur sein encore de nombreuses personnes qui n'ont jamais appris ce que c'est que la dignité de la personne humaine, qui ne savent pas ce que c'est que le droit de l'homme qu'il faut respecter, à qui on a appris en 3 mois, en 5 mois, simplement à tuer et à considérer les autres en face d'eux comme des objets sur lesquels ils peuvent tirer à bout portant. Donc, nous sommes arrivés à un pays où l'auto-justice, le lynchage que vous pouvez observer n'est pas acceptable. Mais est-ce que tirer sur les gens en amont, avoir la gâchette facile, comme nous y sommes habitués dans ce pays, est-ce que c'est vraiment le pays sécurisé que nous avons vendu au monde, que nous avons vendu aux Tchadiens? Évidemment non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est là où votre question, quel type de pays voulons-nous pour demain? Nous pensons que notre système judiciaire, aujourd'hui, ne donne pas confiance aux Tchadiens, parce qu'il n'est pas indépendant, parce qu'il est manipulé, parce qu'il est maîtrisé par un homme, même pas quelques individus, c'est un homme qui maîtrise le système judiciaire, qui est complètement inféodé à ce monsieur-là. Et c'est entériné dans la Constitution. C'est pour ça qu'il faut changer cela, pour remettre l'indépendance, parce qu'une fois que l'indépendance de la justice est actée, les Tchadiens ne vont pas avoir recours à la violence, à l'autodéfense et au règlement de comptes communautaires. Donc, il faut que nous travaillons à avoir ce système-là de judiciaire qui soit d'abord indépendant. Ça, c'est la première chose. Je vous comprends parfaitement. Mais je suis tenté aussi de dire, est-ce que par excès de zèle, Idriss Déby ne manipule pas pour porter l'index vers une seule communauté? Moi, je suis tenté même de dire que la communauté aujourd'hui Zarawa qui est indexée est manipulée par Idriss Déby. Parce que... Écoutez, moi je pense que si telle était la volonté,
Il faut que je le dise à l'ensemble, les Tchadiens. Les Akawa font partie de la communauté nationale. Et tous les Akawa ne sont pas responsables de ce que le régime actuel est en train de faire. Et je voudrais aussi le dire à ceux qui veulent se laisser influencer par ces comportements. Mais oui, mais vous entendez aussi des Akawa, y compris ceux qui ont travaillé avec le régime, vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Des anciens ministres, des activistes, etc. Les Tchadiens n'ont aucun problème avec une communauté en soi. Oui, on peut le comprendre. Monsieur Succès, on peut le comprendre, mais la réalité du terrain étant celle-là. Des gens qui profitent de l'impunité octroyée par le régime Déby pour tuer, assassiner, enlever, violenter. Et aujourd'hui, l'index est porté aux Arawa. Parce que pour les Tchadiens dans leur ensemble, le régime est Zarawa. Quelle est la solution à donner pour l'avenir? La solution à donner pour l'avenir, c'est, comme je l'ai souvent dit, il faut que dans ce pays, à la République de mes parents, de mon ethnie, de mon clan, de ma région, de ma province, de ma religion, que nous substituions une république des Tchadiens et des Tchadiennes. La république, c'est la chose de tous. Et donc, les individus, les personnes, les Tchadiens et les Tchadiennes ne doivent pas être regardés à l'aune de à quoi ils ressemblent, quel Dieu ils adorent, quel type d'habit ils portent, quelle est leur ethnie, etc. Là est l'enjeu. Et croyez-moi, sur les 100 000 ou 200 000 Zakawa qui existent, eh bien, croyez-moi, ce n'est que très peu qui usurpent les choses, comme ça a pu avoir lieu par le passé, avec tous les régimes passés. Et donc, l'enjeu, c'est que les Tchadiens ne soient pas braqués sur l'ombre de leur histoire, mais soient braqués sur les choses importantes pour eux. Ces choses importantes-là, c'est le respect de la dignité de la personne humaine, peu importe qui est en face. Ceci est fondamental. Donc, il appartient à ce peuple-là. Et c'est vers ce peuple-là que je voudrais m'adresser. Que nous ne devons pas nous laisser aller à des lynchages, à des indexations de communautés, à des appels à des meurtres basés sur la religion, basés sur les ethnies, etc. Nous devons travailler plutôt à construire un pays qui élèvera la justice au-dessus de tout. Parce que vous savez, la justice, c'est comme la colonne vertébrale. D'un homme, sans votre colonne vertébrale, vous ne pouvez pas tenir debout. Donc, c'est comme le tronc d'un arbre. Sans le tronc, l'arbre ne peut pas tenir debout. Et dans notre vision pour la société de demain, nous proposons justement de bâtir avec les Tchadiens un système judiciaire totalement indépendant, avec des juges totalement indépendants, où leur indépendance budgétaire, constitutionnelle n'est pas remise en cause et où ils ne dépendent pas du président de la République, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les juges prennent des instructions directement au niveau de la présidence de la République. Le président de la Cour suprême déménage à la présidence de la République pour les affaires civiles ou commerciales, pour les serments confessionnels. Vous les avez vus, comment le président de la République peut leur donner des injonctions, etc. C'est devant le monde entier. Ce pays-là, tant que nous continuerons comme ça, eh bien la justice là, suivant que vous appartenez à une ethnie ou à une autre, suivant que vous êtes riche ou pauvre, souvent que vous priez tel ou tel Dieu, la justice sera de votre côté ou contre vous. Tant que nous continuerons à ce leadership, rien ne changera. Donc il appartient aux Tchadiens, tout en résistant face à l'arbitraire, face à l'injustice, de travailler à bâtir une république qui demain élèvera la justice au-dessus de tout. Nous avons voulu faire de la justice la colonne vertébrale et la boussole de la République. Dans le projet de transformation du Tchad. C'est ça que nous proposons au Tchad. D'accord, oui, Monsieur Succès, je reviens toujours, je voudrais vous associer à ma question, un peu affirmation. Question, est-il pas temps pour nos frères de la communauté Zarawa de pouvoir penser que le pouvoir les manipule? Le fait de poser des cas d'impunité quand des faits sont réellement passés, est-ce que cela, on est tenté même de dire, est-ce que Idriss Déby ne les pousse à ce qu'ils puissent être détestés par les Tchadiens? Est-il pas temps qu'ils prennent conscience? Oui,
Je partage cela avec vous. Mais je voudrais que cela soit adressé même au-delà de la communauté Zakawa. Parce que c'est par échelle. L'injustice dans ce pays est par couche et par échelle. De la même manière, le sentiment de repli sur soi entretenu se fait par étapes. Dans ce pays, on veut laisser croire aux Zakawa qu'après le départ de Déby, ce sera le déluge sur eux. Il y en a qui ont cru ça. Il s'agit qu'ils soient convaincus qu'il n'en est absolument rien. Ensuite, on dira aux autres, vous savez, si le pouvoir change de main, et soit entre les mains, par exemple, des chrétiens, les musulmans doivent s'inquiéter. Oui, mais tous les Zahawa ne posent pas des actes. Laissez-moi aller au bout de la logique pour que vous suivez mon raisonnement. Ça veut dire quoi? Exhiber la possibilité du pire. Ça a toujours été ce que les tyrans ont utilisé pour créer un corpus de soutien non objectif autour d'eux. Donc, il nous appartient aussi tous, au-delà de la communauté Zakawa, qui est interpellée, il appartient aussi à tous les Tchadiens dans une pédagogie de rédemption collective, de montrer aux uns et aux autres que personne ne doit avoir peur de l'avenir. Oui, je suis tenté de vous le dire encore. Je voudrais vous le dire aussi, qu'autour d'Idriss, attention, Idriss Déby est le président d'accord du Tchad, mais autour d'Idriss, toutes les ethnies sont responsables de ce qui est en train de se passer. On indexe la communauté Zahawa, d'accord, mais Idriss Déby n'est pas seul. Et toutes les communautés sont autour de lui. Ça veut dire, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça, justement, que nous devons aussi être capables de mettre en exergue des voix qui se lèvent. Les Tchadiens n'ont aucun problème avec une ethnie en particulier. Lorsque des gens ont bien agi, je vous regardais d'ailleurs des écrits qui sont passés récemment, où quelqu'un parlait de Hassan Diamos. Vous savez, dont la bravoure, d'une certaine manière, a été célébrée. Quel héros! Au-delà de sa communauté, beaucoup de Tchadiens reconnaissent que ce monsieur a été très brave pendant les guerres qui ont eu lieu par rapport à notre pays. Quel héros, de la communauté Zakawa. Absolument. Voilà, n'est-ce pas de la communauté Zakawa? Oui. On entend des ministres, d'anciens ministres, parmi lesquels un certain Dilo, récemment, intervenir pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes, qui ne doivent pas continuer. Ne sont-ils pas de la communauté Zakawa? Bien sûr. Donc, vous pouvez citer comme ça, et des activistes, etc., et des défenseurs des droits de l'homme. Donc, oui, de toutes les communautés, dans toutes les communautés, il y a des Tchadiens de bien et il y a des Tchadiens qui ne sont pas défendables. Et c'est vers cela que nous devons collectivement nous éduquer. Vers cela que nous devons collectivement éduquer le peuple. Pour ne pas que certaines ethnies qui n'ont pas choisi de relever de l'ethnie du président actuel soient condamnées simplement parce qu'ils en sont issus. Mais qui ne soient pas non plus aussi piégés par un discours basé sur rien du tout. Il y a des Zakawa qui méritent les légions d'honneur de la République, qui méritent les récompenses de la République, au même titre que les Tchadiens issus d'autres communautés, parce qu'il y en a des méritants parmi eux. Il y en a qui veulent la dignité, qui veulent la justice au même titre que les autres Tchadiens. Donc, je voudrais aussi m'adresser à ceux-là qui sont dans l'armée, qui sont dans la société civile, qui sont dans les administrations, etc., de ne pas avoir crainte de cet avenir que nous devons bâtir ensemble. Mais du coup, de ne pas se taire, justement, face aux injustices arborées, entretenues par des gens qui se revendiquent de leur communauté et qui narguent la justice, qui narguent les citoyens, qui insultent les gens, qui peuvent les réduire en esclavage et circuler. Il n'y a rien à voir. Il ne faut pas qu'ils se taisent par complaisance. Donc, je voudrais... Ou encore au nom d'une solidarité tacite qui n'est pas raisonnable. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a dans ce pays des Tchadiens qui sont solidaires de leur ethnie, même si ce qui est en train d'être fait par la personne en face n'est pas défendable. Il y a des Tchadiens qui sont solidaires au nom de la religion, d'accord? Parce qu'ils partagent la même religion que le président actuel. Eh bien, certaines choses qu'il fait qui ne sont pas défendables, ils le soutiennent au nom d'une certaine solidarité. Non, il ne faut pas soutenir parce que c'est l'ethnie. Il ne faut pas soutenir parce que c'est la religion. Il ne faut pas soutenir parce que c'est la province dont on est issu. Il faut soutenir parce qu'il s'agit des idées qui vont dans le sens de l'ensemble des Tchadiens. C'est l'avenir que nous devons bâtir ensemble et c'est maintenant qu'il faut commencer à bâtir cet avenir. D'accord. Moi, avec sérénité et en mettant en exergue en tout cas des exemples
des choses qui sont positives pour l'avenir de notre pays aussi. Je ferai une transition rapide. Hein, on axe sur le problème sécuritaire au pays. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce procès de trafiquants, présumés trafiquants de drogue il y a eu une réquisition du parquet de 10 ans de prison, de 5 ans de prison, de $100 000 d'amende, de $50 000 d'amende. Votre avis là-dessus? J'ai noté que les plaidoiries sont diffusées, en tout cas sont différées pour le 24 juillet. Je suis ce dossier avec beaucoup d'intérêt, comme l'ensemble des Tchadiens. Je voudrais alerter au plus haut niveau de la République que ce qui est en train de se passer avec cette histoire de drogue-là, qui, en tout cas, dans lequel les renseignements, les militaires, les forces de sécurité, en tout cas des agents issus de ces corps importants de notre pays, seraient, il appartient à la justice de confirmer ces choses-là, mais seraient impliqués. C'est très, très dangereux. Je crois que le Mali, si le Mali est arrivé à la situation actuelle, c'est en partie parce qu'on a laissé une grande partie de la région là, on a laissé les trafics de drogue, des choses comme ça se passer dans le grand nord du Mali. Dans un pays où les services de renseignement, où les services qui ont la légitimité de la force, la douane, l'armée, etc., la police, l'armée et les services de renseignement sont impliqués dans des trafics qui mettent en jeu des milliards et des milliards de francs CFA. Ils sont capables d'acheter les consciences, ils sont capables d'acheter la justice, ils sont capables d'acheter une partie de l'armée et c'est l'État. Il s'agit de risques. Et donc, j'en appelle à ce qu'on se ressaisisse au plus haut niveau. Et ça met aussi en exergue le fait que nos institutions ont besoin d'une véritable transformation, que ce soit la douane, que ce soit les forces de sécurité, que ce soit même les renseignements de notre pays qui ne sont plus donc utilisés à des fins qui sont des fins de protection de la République dans sa globalité. Et donc ça fait partie aussi des choses que nous devons changer collectivement pour être capables demain d'avoir des forces de sécurité qui ne se livrent pas à ces pratiques. Mais c'est tellement scandaleux ce qui est en train de se passer. Je suis depuis des semaines et des mois maintenant pour le dire et j'attends de voir un peu les conclusions de cela pour me prononcer de façon évidemment définitive. Les conclusions, comme vous en dites, les conclusions, si les faits sont avérés, qu'est-ce que vous conseillerez aux juges et sur les peines qu'ils devraient prononcer? Sévèrement, moyennement ou pas du tout? Mais ça, il en va de soi. J'ai entendu qu'il y a des propositions d'argent, etc., qui ont été faites, même y compris au niveau procureur de la République. Tout à fait. Beaucoup de sommes sont en jeu. Mais en même temps, ce qui me laisse perplexe jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il semblerait aussi que certaines personnalités impliquées dans ces enquêtes-là, il y a des groupes de pression qui ont obtenu déjà leur départ, que ce soit dans les services de renseignement, etc. Tout ça montre bien qu'il y a des lobbies qui sont en jeu. Et lorsque vous voyez certains noms qui circulent, etc., vous vous attrapez la tête, vous vous demandez, mais en fait, ces personnalités indexées, présumées innocentes bien sûr, mais indexées, ont quand même eu des responsabilités majeures dans notre pays. Donc, j'espère qu'il y aura un sursaut de volonté de minimum d'indépendance de la justice pour sanctionner par l'exemple. C'est pour donner l'exemple en tout cas. Et pour dire que ça, on est en train de s'amuser avec le feu. Et à ce moment-là, lorsque on laissera ces choses-là se passer comme cela, eh bien, ça donnera un signal négatif et les gens pourraient se livrer à cela et vous vous retrouvez avec un pays où c'est des groupes de narcotrafiquants. Est-ce que nous voulons arriver à un cas de narcotrafiquants qui infectent l'armée, qui infectent la douane, qui infectent les services de renseignement militaires ou de l'ANS, etc. Est-ce que c'est à cela que nous voulons arriver? Je crois que les Tchadiens ne peuvent pas se permettre en tout cas d'arriver à cette situation. Donc, je plaide pour une sanction maximale. C'est là où il ne faut pas du tout trembler, parce qu'il en va aussi de la sérénité de notre pays pour l'avenir. Nous avons déjà trop d'autres problèmes à régler pour nous permettre, en tout cas, de laisser encore les narcotrafiquants venir, en tout cas, gouverner encore le Tchad, quoi. Pour clore carrément l'aspect sécuritaire, les questions sur l'aspect sécuritaire, il faudrait noter
que les personnes impliquées, témoins directs, indirects, il s'agit quand même des généraux qui sont dans la garde présidentielle d'Idriss Déby. Il y a des généraux dans l'armée, il y a des responsables délégués de douane de N'Djamena, le commissaire de police de Moundou. Donc ça balaie quand même une bonne brochette de forces de sécurité et nous espérons que cela servira d'exemple pour que notre pays s'en sort un peu blanchi, parce que sur cette histoire-là, les projecteurs quand même des partenaires, ils sont et observent exactement comment cela finira. La deuxième partie de notre question est sur les élections législatives et présidentielles. Et nous nous posons la question, comme d'ailleurs beaucoup de nos compatriotes, pourquoi les législatives sont programmées après les présidentielles? Qu'est-ce que cela cache? Très bonne question. Mais pour répondre à cela, je dis aux Tchadiens, prenez les 3 législatures qui ont en tout cas été organisées depuis l'ère dite démocratique de notre pays. Aucune élection législative n'a été organisée dans les délais, d'accord? Et toutes les élections présidentielles ont été organisées dans les délais. C'est la même CENI qui manque de moyens, qui manque de chronogramme, qui manque de ceci pour organiser les législatives. Curieusement, cette même CENI-là. Cette fois-ci, on a des dates. Même CENI organise toutes les présidentielles. Oui, toutes les présidentielles Monsieur Succès, cette fois-ci, on a des dates. C'est bien indiqué. Après, d'accord, acceptons-le, plusieurs moments de tergiversation. Là, on a des dates et des précisions. Oui, donc, ce que je voudrais dire en amont, c'était pour, en tout cas, ouvrir les yeux des Tchadiens sur le fait que les dirigeants actuels de notre pays n'accordent aucune importance aux législatives. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la peine de déposséder les députés du pouvoir réel. Demandez aux autres acteurs politiques. Dites-moi un seul acteur politique sérieux qui pourra vous dire qu'un député a un pouvoir dans ce pays-là, avec la nouvelle constitution de la 4e République. Aucun parmi eux ne peut vous le dire. Ça veut dire quoi? On a dépouillé les futurs députés du pouvoir réel. Donc ce n'est pas important dans la tête du pouvoir. Le pouvoir peut légiférer par ordonnance sur tout le temps, pendant tout le mandat. Il n'a même pas besoin de députés pour gouverner. Donc, nous, ce que nous avons proposé, les transformateurs, en octobre 2019, nous avons proposé les 20 propositions pour un nouveau départ. Dans ces 20 propositions-là, nous avons proposé que les élections législatives et présidentielles soient couplées en 2021 et que nous prenions l'année 2020 pour préparer les conditions pour que ces institutions qui en seront issues, présidence de la République ou Assemblée nationale, soient dotées des pouvoirs réels. Nous avons parlé de la justice tout à l'heure, donc il faut célébrer l'indépendance et promouvoir l'indépendance pour l'avenir. Ça c'est un. Mais les 3 pouvoirs-là, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il faut qu'il y ait la séparation des pouvoirs et il faut qu'il y ait les pouvoirs réels. Ce n'est pas le cas. Donc, nous avons proposé de coupler les élections. Le Niger le fait, législative et présidentielle. Voilà un pays, le nôtre, qui compte sur les impôts des autres peuples, pour organiser ces élections et qui, curieusement, quand on lui propose de faire des économies en couplant les élections, se permettra le luxe d'organiser 2 élections majeures à quelques mois de différence. Mais le fait d'avoir voulu organiser d'abord les présidentielles avant les législatives, c'est parce qu'on veut concentrer les énergies sur les présidentielles pour s'assurer aussi quelque part, dans les conditions actuelles, en tout cas nous pouvons l'affirmer, d'organiser un trucage massif de ces élections-là, pour lesquelles d'ailleurs on prend la peine d'exclure 80% des Tchadiens ne pourront pas être candidats à la présidence de la République. Tous les Tchadiens majeurs n'ont pas le droit à proportion de 80%. Donc en fait on réduit la candidature à 5 à 10% des Tchadiens uniquement qui ont le droit d'être candidats dans cette République. C'est comme si vous réduisez, en tout cas l'élection présidentielle future, à une sorte un peu d'apartheid de choix démocratique, qui est réduit à 20% des Tchadiens. Alors, et c'est 80% des Tchadiens qui sont exclus. Quel type d'élection, quel type de choix
est-on en train d'offrir, en tout cas, à ces populations? Donc, le pouvoir actuel, parce que nous soupçonnons aussi le président actuel de ne probablement pas vouloir prendre sa retraite comme nous l'espérons en 2021, et donc de vouloir aller à ces élections et de se donner tous les moyens, y compris le trucage des élections auxquelles nous avons été souvent et toujours habitués dans ce pays-là, parce que lui-même il a promis que cette fois-ci les élections seront transparentes, une manière de reconnaître implicitement que les anciennes élections n'ont jamais été transparentes. Donc il y a là aussi moyen d'interpeller les partenaires de notre pays. Tous ceux qui prendront l'argent des contribuables européens, occidentaux, notamment pour venir injecter dans un système politique qui est un recul. La question que je leur adresse, c'est aussi comment ils mesurent le progrès entre l'ancienne législature, entre les anciennes élections et l'actuelle élection. Oui. Avant, au moins, dans la Constitution, il y avait l'indépendance qui était actée. Il y avait un chef de gouvernement et on pouvait interpeller le gouvernement. Aujourd'hui, avec la Oui, monsieur Succès. C'est aussi un des enjeux que nous devons résoudre avant d'aller aux élections, si nous voulons des élections utiles aux Tchadiens. D'accord, oui, mais la question que je vous pose est tout à fait précise. Ailleurs, on voit bien, on fait les législatives et on fait les présidentielles. Pourquoi ici, on veut faire les présidentielles et après les législatives? Qu'est-ce que cela cache? Pas toujours ailleurs. Mais en fait, l'intention cachée derrière, c'est quand même d'aller, le président actuel va par là consommer un mandat sans avoir organisé les législatives. C'est en cela que votre question est pertinente. Il y a là derrière, comme je vous l'ai dit, la volonté, en tout cas dans les conditions actuelles, de tout faire pour s'assurer le vol de l'élection présidentielle. Et ensuite, on va faire ce qui est anecdotique. Parce que dans la Constitution, c'est anecdotique l'Assemblée nationale. Parce qu'une Assemblée nationale sans majorité, pouvoir, ça sert à avoir des députés qui vont avoir quelques racats. Donc, nous soupçonnons fortement le président actuel de ne pas vouloir prendre sa retraite en 2021, de vouloir se présenter en éliminant 80% des candidats potentiels et sérieux, de s'assurer un vol organisé de la présidentielle et ensuite seulement d'aller demander de l'argent pour organiser les législatives. Vous remarquerez qu'on voudra contrôler bien souvent, évidemment. Je finis là-dessus pour que les Tchadiens comprennent. Vous remarquerez d'ailleurs, vous qui nous suivez, que souvent, ils refusent les aides venant pour les présidentielles, pour s'assurer que personne ne vienne jeter un œil dans ce qui va se faire dans les présidentielles. Toutes les aides qui sont sollicitées, c'est pour les législatives qui ne serviront strictement à rien dans les conditions actuelles. Donc là est aussi l'enjeu et le vrai choix devant le peuple, c'est le choix de la présidentielle, qui va permettre d'avoir un nouveau type de leadership, qui permettra de dessiner le Tchad de demain dans de nouvelles conditions. Et cette présidentielle n'aura de sens et ne sera utile que lorsqu'elle permettra à tous les Tchadiens de participer. C'est pour ça que nous avons adressé d'ailleurs le 30 juin une demande directe que vous avez eu l'occasion peut-être de suivre, sollicitant, revendiquant l'urgence d'un dialogue en amont qui permettra, y compris aux politico-militaires, de venir discuter avec l'ensemble des acteurs au Tchad, de mettre une sorte un peu de trêve. On a déjà fait auparavant où des rebelles, il y avait eu une trêve qui permettait aux rebelles de venir discuter, de s'entendre sur les conditions d'un nouveau départ qui permettra. Il y a des Tchadiens brillants, compétents qui sont en exil aujourd'hui, dans le civil, et qui veulent rentrer peut-être proposer un projet de société à la nation tchadienne. On ne doit pas les interdire. Il y a des chefs rebelles qui sont aujourd'hui là-bas, en tout cas en brousse dans les maquis, parce qu'ils ne croient pas dans le système d'élection qui permettra une alternance ou qui permettra que les voix des Tchadiens soient entendues. Ceux-là aussi, ils sont des Tchadiens à part entière dont on a besoin ici au pays pour venir proposer un projet de société. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose à tous ceux-là et à tous les acteurs comme système qui ne soit pas exclusif, qui n'exclut aucun Tchadien, qui ne mette pas des conditions du genre, si vous êtes en rébellion, si vous êtes en tout cas dans la société, dans la diaspora en exil, et que vous revenez pour présenter un projet de société, il vous faut d'abord vivre 5 ans au Tchad avant de pouvoir être candidat. Vous imaginez? Oui, on finit rapidement là-dessus parce que... etc., s'ils veulent déposer les armes. Oui, on essaie de changer. Oui, monsieur Succès, on essaiera de finir rapidement sur cette question puisque là, on est à 40 minutes passées, vous savez, tellement c'est passionnant. On fera une petite pause de 2 minutes et on va essayer d'aborder le cas du maréchal président Idriss Déby. Avec grand plaisir. Sur votre radio.
votre radio. Très bien. On va aborder la dernière partie. Idriss Déby, président, maréchal du Tchad, président à vie, président omnipotent. Vous croyez en cela? Et si oui, quel est l'intérêt que cela apporte aux Tchadiens? Écoutez, j'espère que c'est le dernier titre que le président actuel du Tchad veut se donner comme un plaisir avant de prendre sa retraite. Je le dis avec vraiment beaucoup de sincérité. S'il veut se laisser un nom, encore un grand nom dans l'histoire, comme ayant été celui qui aura eu le courage au moins final de laisser le pays aller de l'avant. Nous avons mis en garde les Tchadiens. Nous aurions aimé ne pas avoir raison sur la dérive qui s'organisait à partir de la 4e République. Cela a été un déterminant et un déclencheur pour l'engagement politique de nous autres, qui avons choisi d'abandonner tout, du moins de nous engager vraiment de façon définitive pour le changement dans ce pays. Vous vous souvenez de notre appel du 29 avril 2018, à la veille donc de tous ces changements. Nous aurions aimé ne pas avoir raison. Alors, nous avons eu un président qui a constaté que président, ce n'est pas suffisant, qui est passé président sultan, en se nommant sultan. Après, il a constaté que ce n'est pas suffisant, il a ajouté intégral. Ceci n'a pas été suffisant, il a enlevé le poste de Premier ministre, qui servait quand même dans une géopolitique, dans une certaine jonction et dans une certaine répartition des tâches dans ce pays. Il a supprimé le poste de Premier ministre, donc il devient président intégral, chef du gouvernement, sultan. Cela n'a pas suffi. Il a pris le ministère des Armées. Vous savez, comme dans les bonnes dictatures, où le président de la République s'occupe à la fois des armées, s'occupe des finances, s'occupe d'être aussi chef de gouvernement. Donc il a pris aussi le ministère des Armées, parce que le ministre actuel n'est que ministre délégué. Donc, je résume la chose, président intégral, sultan, chef de gouvernement, ministre des Armées. Cela n'a pas suffi. Les honneurs, vous voyez, l'ego, la volonté de sauter célébrer. Et donc finalement, il ajoute maréchal. Donc vous avez maréchal devant et puis tout le reste là. Est-ce que vraiment c'est ce dont les Tchadiens ont besoin? Les Tchadiens ont besoin simplement de serviteurs au sommet de l'État qui les servent, d'un leader serviteur, qui ne se préoccupe pas de donner des injonctions à son peuple sur comment on doit l'appeler. Vous voyez, on perd le temps à dire aux gens comment on doit appeler. Est-ce que les Tchadiens veulent savoir si on est professeur, si on est général, si on est maréchal, si on est ingénieur? Non, ils veulent simplement savoir s'ils ont affaire à un dirigeant en face d'eux qui est un serviteur et qui s'occupe des vraies batailles, qui sont les batailles d'amélioration de leurs conditions de vie. Donc j'espère que cette volonté même de s'attribuer les attributs d'un Dieu, finalement, de faire jurer les gens sur le Coran et sur la Bible devant soi, même qui n'a jamais juré sur le Coran et sur la Bible. Il n'y a que Dieu peut-être pour demander que les gens se comportent ainsi et regarder les ministres qui viennent. Je voudrais énumérer la façon dont il est assis et comment... Il se prosterne. Absolument. Pratiquement. Il se prosterne. Est-ce que vous et moi pourrions être fiers d'avoir quelqu'un comme ça comme chef de l'État? Soyons sérieux. Donc tous ceux qui viennent applaudir, dire que tout ça est beau, et ils ne croient même pas un seul mot de ce qu'ils sont en train de dire. Il y a eu même une pétition pour demander qu'il soit maréchal. Savez-vous combien de Tchadiens ont signé cette pétition? 140 personnes. Allez chercher, c'est encore en ligne si ça n'a pas été enlevé. Donc c'est au nom de tout ça là que tout cela est en train d'être fait. Donc j'espère que sa volonté, ce n'est pas de vouloir rester éternellement au pouvoir. S'il veut se faire un dernier plaisir avant de prendre sa retraite et permettre au Tchad d'aller de l'avant, alors
Ce titre de maréchal, c'est pas grave, les Tchadiens peuvent lui laisser avec ça. Mais il y a un titre que les Tchadiens sont prêts à lui, je pense, dans l'unanimité lui accorder. C'est d'être le tout premier président à accepter l'alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État en ayant organisé en amont des conditions pour permettre à tous les Tchadiens, je dis bien tous les Tchadiens, tous les politiques de l'intérieur, la société civile, les forces de l'intérieur, mais ceux de la diaspora, les politico-militaires, tous les Tchadiens, je dis bien, doivent pouvoir être autour de la table de la discussion républicaine, dessiner les conditions d'un nouveau départ qui permettra à chacun qui souhaite présenter devant la nation un projet de société crédible, parce qu'il aura enfin cru à des élections transparentes et crédibles. Le moment est venu, après 30 ans, de laisser la main. C'est la seule porte de sortie honorable que le président actuel peut avoir. Nous l'y avons dit dans une correspondance le 10 octobre 2019. Nous avons réitéré dans notre appel pour le courage de dialoguer le 30 juin 2019. Il a promis, 2020, pardon, il a promis lui-même tous les 2 ans de revoir, en tout cas, les réévaluer la 4e République. C'est le moment de dialoguer sincèrement pour aller de l'avant. Si on ne fait pas cela, on va aller tout droit vers un chaos, et j'en appelle donc aux Tchadiens à se préparer à une résistance pacifique, civique, massive, parce que s'ils sont exclus, alors au nom même de ces mêmes institutions qui ont laissé en préambule de la Constitution le droit à la résistance pacifique, eh bien une loi ou un comportement ou une démocratie qui est réduite à quelques personnes et qui ne laisse pas la chance à l'expression plurielle et démocratique d'avoir lieu n'est pas juste. Et quand c'est pas juste, aucun n'est obligé de respecter des lois et des attitudes et une méthode de gouvernance qui n'est pas juste. Donc la résistance pacifique et civique doit être la règle dans ces conditions. Très bien, très bien. Bah, écoutez, ça a été tellement passionnant. Nous sommes partis sur une trentaine de minutes dans l'ensemble. Là, on est à 46 minutes. Et c'est au bout de ces 46 minutes qu'on vous dira merci, Monsieur Succès Masra. Merci pour nous avoir éclairé, d'avoir éclairé les auditeurs de Tchadantropus Tribune. Et merci à tous ceux qui nous écoutent du côté d'Indiamena. Merci à vous et soyons prêts pour les combats, les grands enjeux devant nous. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. C'était avec M. Succès Masra, président des Transformateurs, un parti politique au Tchad que le régime actuel refuse de le reconnaître comme tel, mais c'est un parti jeune, dynamique et qui est conduit par un jeune homme dynamique aussi. Merci à lui, merci à ceux qui nous écoutent du côté de N'Djamena et merci encore infiniment. Et puis à très bientôt du côté de N'Djamena.